Eh ben, créer. écoute, je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Donc, on se rappelle, on a une application de gestion de température à développer, sur laquelle il va falloir que j'aille récupérer des valeurs de capteurs de température, pour pouvoir ensuite savoir si, tout se passe bien, ou pas. Donc c'est, OK. Donc 1re chose que je vais faire et qu'on va faire ensemble, c'est, aller créer une fonction Azure pour essayer de comprendre un petit peu quel est le principe, ce qui se passe et 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 quels sont au final les prérequis auxquels il faut qu'on pense. Je vais vous partager de suite mon écran pour que l'on puisse voir dans le détail comment ça se passe. Donc, est-ce qu'on peut juste me confirmer qu'on a tout? Je vous confirme, ne vous Très inquiétez bien, je vous remercie. pas de souci. Donc du coup, Maxime, on a dit, première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est, créer une function app pour pouvoir aller y exécuter notre logique. Donc d'abord, je vais devoir Mathieu, créer qu'est-ce que c'est qu'une function app? ah bah et c'est une très bonne question. La function app, c'est l'environnement qui va déterminer le modèle d'exécution de ma fonction. C'est-à-dire que, je vais pouvoir grouper un ensemble de fonctions dans un même environnement d'exécution, pour, qu'elles aient le même cycle de vie, d'accord? Donc, s'assurer par exemple que, l'infrastructure qui est en dessous, puisse, scaler, avec les différents appels que je vais avoir sur mes fonctions. Ça va définir le contexte de sécurité dans lequel va s'exécuter mes fonctions puisque, si jamais j'ai plusieurs fonctions qui utilisent les mêmes dépendances et ben, peut-être que, mettre tout ça dans la même function app me permet de pouvoir stocker, vérifier, me valider les accès, de manière unitaire sur ce plan. Donc, le premier élément auquel je vais devoir réfléchir, c'est cette fameuse function app, d'accord? Donc c'est l'environnement qui va me permettre de créer mon exécution. Qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement, donc je suis dans un groupe de ressources. On se rappelle, le groupe de ressources, c'est, l'unité qui va nous permettre d'aller créer des ressources dans Azure. Une ressource est forcément dans un ressource groupe et forcément dans un seul ressource groupe, d'accord? C'est vraiment la localisation dans laquelle elle est présente et je vais du coup, simplement en prenant mon groupe de ressources, aller créer une nouvelle, application de fonction pour qu'on puisse voir un petit peu son fonctionnement et comment ça fonctionne. Donc je crée une nouvelle ressource. On voit que, le portail Azure me propose automatiquement, d'aller, créer ce qu'on appelle une function app, donc mon environnement pour aller créer mes applications de fonction et quand je vais créer cette function app, on va voir qu'on a, on a plusieurs, options qui s'offrent à nous. La première, c'est bien évidemment donner un nom à notre fonction, d'accord? Il faut savoir que quand on va appeler nos fonctions, si on a par exemple des triggers, des déclencheurs, vu qu'on est dans un mode de développement, par événement, je vais, si j'ai par exemple j'ai besoin de développer une application qui répond à une requête HTTP et ben, je vais, avoir besoin d'utiliser son URL pleine. Donc, utiliser le nom de la fonction me permet de savoir où elle va être hébergée et à quelle URL je vais pouvoir l'appeler. Donc, on est à la build, donc on a je suis dans mon dossier build et j'ai un dossier, de sensor à aller, mettre en place. Bien évidemment, vu qu'on a déjà joué cette démo, l'environnement fonctionnel de sensor existe déjà, mais j'ai pas de doute qu'on va mettre un build France sensors et là, je vais avoir la place de pouvoir aller créer tout mon environnement, et mes différentes fonctions à l'intérieur. Les éléments importants à les définir lorsqu'on spécifie sa fonction, tout à l'heure, Maxime a parlé de Java, on a parlé un petit peu de JavaScript, il me semble aussi, de Node, d'héberger des sites web, de migrer des sites web, éventuellement qui pourraient être en full stack. Il faut comprendre que dans sur le runtime Azure Functions, on va avoir la possibilité d'utiliser plusieurs langages. Donc pas des langages différents au sein d'une même fonction, mais par contre la function app va nous permettre de pouvoir choisir une langue avec laquelle on va pouvoir développer nos fonctions. Si jamais on souhaite mixer les langues différentes, dans différentes fonctions, on va devoir créer différentes function apps puisqu'en fait, c'est le runtime qui va définir la dépendance sur lequel la partie Azure Functions tourne. Étant donné que je sais que toi, tu es très .NET
mais moi, je suis très Node.js, d'accord? Donc, Moi, je suis Node.js aussi, voyons. ah, bon, ça me rassure. Personne n'est .NET autour de cette table. Très- Qui va faire ça? Donc, on aurait le choix de ce qu'on veut faire, bien évidemment. .NET, Node.js, Python, Java, ça, c'est les plus, les plus anciens. PowerShell est arrivé plus récemment et on voit qu'on a même la possibilité d'utiliser des custom handlers. Donc là, de pouvoir y aller, y ajouter des langages qui ne sont pas forcément natifs au runtime. Je choisis mon environnement Node.js. On voit là que j'ai plusieurs environnements disponibles. Donc généralement les dernières LTS qu'on va avoir côté Node.js. Donc je vais prendre la dernière disponible et ensuite je vais spécifier l'environnement dans lequel est créé mon environnement. Donc on est en France, on est en Europe, donc je vais bien évidemment aller spécifier mon environnement de création en West Europe, puisque par usage, par commodité d'usage. On voit par contre quelque chose qui est intéressant ici, c'est la partie plan. La partie plan, on voit qu'on a différents types de plans, donc notamment la partie serverless, la partie fonction premium et app service plan. Dans notre environnement à nous, dans notre cas à nous, on va se concentrer uniquement sur le plan serverless, puisque c'est celui qui va pouvoir nous permettre de faire une scalabilité à zéro, faire en sorte que si jamais on n'a pas d'appel, on n'est pas du tout facturé, et de pouvoir, au besoin, scaler jusqu'à, si je ne dis pas de bêtises, 20 nœuds, si je n'ai pas de bêtises concurrents, en même temps, donc largement suffisant pour traiter notre cas. Si jamais on avait des besoins plus importants, soit on multiplierait les function apps. D'ailleurs, si on commence à avoir 20 nœuds sur une même function app, alors qu'on multiplie les fonctions qui sont à l'intérieur, les unités d'exécution qui sont à l'intérieur, bah, ça peut valoir le coup de se poser la question de les séparer pour avoir une scalabilité différente. Et après, au besoin, sinon, on a d'autres plans, les plans premium, et cetera, qui permettent de monter plus haut en termes de workers qu'on peut avoir dans un environnement en fonction. Bien évidemment, j'ai failli laisser un Windows, mais nous allons travailler plutôt en Linux. Et ensuite, sur la partie hosting et networking, honnêtement, on va rester sur les paramètres par défaut. Notre environnement est publié sur Internet et on va directement pouvoir travailler dessus. Donc, je fais un review, un create, on prépare notre environnement, tac, tac, et on soumet notre environnement pour que ça puisse être créé. Donc là, on a vu, on a fait vraiment quelque chose d'hyper basique. Donc là, si je résume ce qu'on a fait, on a créé un environnement de compute Ouais, de type Linux, ouais, donc qui va comprendre que du Node.js. exactement. Et dedans, je vais pouvoir mettre mes fonctions qui parlent du Node.js, du coup. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et J'ai donc, mon du coup, environnement. je crois que tu me l'as dit à peu près. Je peux mettre combien de fonctions dedans? À peu près autant que je veux. Bah écoute, à peu près autant que tu veux, mais il y a des bonnes pratiques sur lesquelles on va se dire, à un moment donné, ça vaut le coup de séparer ces fonctions dans des function apps, différentes. Ouais. Pour le coup, là, pour le coup, c'est vraiment en fonction de toi, ton modèle d'environnement, de ce que tu vas en faire et des contraintes que tu vas avoir sur ton Très bien. application. Hop, là, on arrive dans notre environnement de function app, donc je vais pouvoir maintenant aller créer de nouvelles fonctions, d'accord? Une fois que j'y suis, vous allez voir que bon, bien évidemment, généralement, quand on travaille, j'ai envie de dire pour de vrai sur ce type d'environnement, on va aller mettre notre code dans du CI/CD, on va synchroniser ça, ça va faire du déploiement automatique sur des environnements de fonctions. On va zapper toute cette complexité-là juste pour comprendre un petit peu le fonctionnement et du coup, on va aller directement sur la partie fonction. On va peut-être, avant de démarrer, la partie, création de fonction, peut-être juste repasser quelques instants sur les slides pour pouvoir expliquer le principe de bindings. D'accord? Donc cette partie Azure Functions, va nous permettre en tout cas, la partie bindings va permettre de mieux expliciter comment fonctionne ce modèle serverless dans Azure Functions. Et Maxime, du coup, explique-moi qu'est-ce que c'est, je retourne à la slide, qu'est-ce que c'est qu'un bindings? Alors, comme on a dit, hein, notre fonction, elle est déclenchée par un événement. Oui, pardon, excuse-moi. C'est à la slide, peut-être. C'est bon, Voilà. on est parti. Donc, ce qu'on disait, c'est que une Azure Function, c'est déclenché par un événement. Mais un événement, ça peut être plein de choses. Et donc, du coup, il y a ce qui s'appelle des binders qui vont permettre de facilement créer la logique qu'il y a entre
un gestionnaire, un créateur d'événements et ma logique de fonction. Du coup, il y a des binders qui existent par défaut dans Azure Functions, qui vont être des binders de type Cosmos DB, Event Grid, HTTP, etc. D'accord? Ces binders-là, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de créer une logique rapide au sein de ma fonction. Par exemple, si je choisis le binder Blob Storage, directement, je vais avoir la possibilité de choisir dans mon binder Blob Storage différentes choses. Ça peut être, par exemple, à la création d'un blob. À chaque fois qu'un nouveau fichier est uploadé dans mon blob storage, ma fonction va démarrer. Ça ne dit pas ce que la fonction va faire, ça déclenche juste la fonction. C'est-à-dire qu'à chaque fois que cette action va apparaître, une fonction va se lever. Donc, tu es en train de Question. me dire quelque part que par rapport à mon modèle d'exécution où on avait tout à l'heure, où on disait que c'est du développement sous forme d'événement, en fait, le runtime substitue la complexité que moi je vais avoir à dire je vais attendre un événement ou je vais aller vérifier un événement en me permettant de remplacer ça par des connecteurs qui sont déjà préfaits. Exactement. Et c'est bien le runtime Azure Function qui permet de faire ça. Et les binders sont les binders que le cloud provider va pouvoir offrir. Et donc, du coup, là, on a des binders qui vont être soit spécifiques au cloud provider, c'est-à-dire Azure Cosmos DB, c'est quelque chose qui n'existe que dans Azure et donc, du coup, va comprendre que les événements qui se passent dans Azure Cosmos DB. Par contre, il y a aussi des binders HTTP, Service Bus ou même des timers qui vont être là un peu plus agnostiques et qui vont pouvoir être répétés facilement dans un autre cloud provider ou chez vous. Effectivement, c'est bien ça que ça veut dire. C'est que le runtime aujourd'hui dissocie la complexité à développer une logique de déclenchement sur un événement en proposant directement ce type d'événement clairement. Ok, parfait. Si on s'arrête 2 secondes du coup sur l'exemple qui est donné là, on va juste s'arrêter sur la partie JSON qui est à droite parce que c'est celle qui va nous permettre de définir nos bindings vis-à-vis d'une fonction, d'accord? Donc les bindings sont toujours propres à une fonction. Et si jamais on veut utiliser plusieurs fois le même binding pour différentes fonctions, et ben on va redéfinir dans chacun des fichiers de bindings associés à cette fonction le même binding. Dans les types de binding, on a 2 types de binding, d'accord? On a des 3, on va en parler que 2. Et on a 2 types de binding, soit les bindings d'entrée, soit les bindings de sortie. Tout simplement, si on est en mode événementiel, j'ai un moment donné où j'ai un événement qui arrive, d'accord? Donc sur lequel que je vais vouloir utiliser en termes de déclencheur, d'accord? Soit après un événement de sortie, un bindings de sortie, et qui va nous permettre, de pouvoir aller pousser de l'information, d'accord? Donc dans notre cas, en réalité, on a 3 types de bindings, comme on disait tout à l'heure, parce qu'on en a un qui est vraiment de type déclencheur et un de type entrée de données. Si jamais on veut se dire, lors d'un déclenchement d'une requête HTTP, je récupère une information pour aller la chercher en base de données et ensuite pouvoir la ressortir. On se facilite l'idée là de se dire, on a des bindings d'entrée, des bindings de sortie. Ces bindings, on va pouvoir directement les manipuler dans notre code, et on va pouvoir, derrière, manipuler directement notre donnée sans avoir à se poser la question de quelle version de SDK tu utilises ou des choses comme ça. Parce que je te connais Maxime, toi, les montées de version de SDK, c'est vraiment pas ton dada. C'est le truc que je ne fais jamais. Donc une fois qu'on a fait ça, on va repasser sur le partage d'écran et on va voir ensemble comment est-ce qu'on crée cette, fonction. Donc, du coup, là, tu retournes dans notre function app, si Donc j'ai je bien retourne dans suivi un peu l'histoire, tu tout compris, et tu vas créer une fonction dans mon plan de fonction. c'est exactement. Tu vois, là, je suis dans mon environnement de fonction. Hop, je retourne dans ma partie fonction, donc vraiment qui va recenser l'ensemble des fonctions que je vais avoir dans ma function app. Sauf que bah là, Il n'y en a pas. il n'y en a pas parce qu'on n'en a pas fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On en crée une. On va en créer une. OK. Cette fonction, comment on va l'appeler? Aide-moi à trouver un joli nom. Je sais pas, je pense qu'on va faire un HTTP trigger au début. Donc, je Très, l'appellerai bien HTTP trigger très bien, 1. on va l'appeler HTTP trigger 1. Donc, vous voyez ici que dans les templates qui sont fournis par Azure, vous avez déjà tout un ensemble de déclencheurs disponibles. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Dans le principe des bindings de tout à l'heure, finalement, cette trigger qu'on voit comme étant un template de départ va être en fait un binding qui va être préconfiguré au niveau de mon environnement de fonction, qui va me permettre du coup de pouvoir aller chercher de l'information à un endroit où j'en ai besoin. Donc dans notre cas, on a dit HTTP trigger, donc on va garder le nom par défaut, vous l'aurez bien compris. Et la partie authorization level. Est-ce que tu sais me dire ce que c'est que cette partie authorization level, Maxime? Je crois que l'autorization level, c'est le niveau d'authentification qu'on va apporter à la fonction.
Et donc, du coup, il y a trois façons d'autoriser ma fonction, soit en termes fonction, soit en termes anonymes, soit en termes admin. Ça veut dire qu'à chaque fois que ma fonction va se lever, elle va utiliser un contexte d'autorisation propre à elle-même, et donc au niveau de l'application, elle va être soit autorisée pardon, elle va être soit accéder en tant qu'admin, soit en tant qu'anonyme, soit en tant que fonction. Si on veut avoir des règles par fonction, c'est-à-dire ma fonction HTTP trigger 1 va avoir son autorisation, il faut mettre fonction. Si on s'en fiche et que HTTP 1, 2, 3, 4 ont le même niveau d'accès sur les mêmes ressources, on peut mettre anonyme. Ou admin si on a envie d'avoir un accès très fort à la fonction. Ok, très bien. Eh ben, écoute, ça me rassure. On va rester en mode fonction parce qu'on est quand même à build et on n'est pas à l'abri qu'on ait des centaines de milliers de personnes qui soient en train de se connecter à ce call-là et qui essayent en même temps que nous de déclencher la fonction. Alors, pour qu'on puisse travailler correctement, on va se garder en mode fonction. Donc, je crée ma fonction, hop, et quand je crée ma fonction, on voit ici qu'on a plusieurs éléments qui sont, qui viennent à notre disposition. Donc, on a créé notre fonction et on va pouvoir interagir avec. Le premier élément qu'on va avoir, c'est la partie code. Bien évidemment, on l'a dit, code, le serverless, c'est un environnement d'exécution dans lequel on va aller nous pousser notre code, d'accord? Donc, important de comprendre, enfin de on va avoir un endroit où on va pouvoir directement modifier notre code, tout simplement. Si jamais on voit si jamais on regarde vis-à-vis d'une fonction en elle-même, d'accord? Donc on voit que là, je suis dans mon dossier build France, d'accord? Donc qui est mon environnement de function app et je retrouve mon HTTP trigger 1 qui est en fait la fonction que je viens de créer. Dans cette fonction, j'ai 2 fichiers, un fichier index.js qui va contenir le code de ma fonction et un fichier function.json qui sert à On va retrouver mes bindings, je suppose. Je pense exactement que c'est le retrouver fichier mes design qu'on a bindings. trouvé tout à l'heure. Exactement, donc on retrouve bien ici, 2 éléments dans notre bindings. Un qui est, notre déclencheur d'entrée, qui est là notre trigger, d'accord? Donc le type de HTTP trigger et qui va donc définir la variable à partir de laquelle je vais pouvoir accéder à cette information. On voit qu'ici dans mon fonction, la valeur de l'objet de ma requête HTTP est contenue dans une variable qui s'appelle rec, comme request. Donc c'est la convention qu'on voit souvent en JavaScript lorsque les clients font du Node et de l'Express. On voit beaucoup ce principe de request response. Donc on a réutilisé ce modèle-là en disant bah, la variable d'entrée elle s'appelle request, la variable de sortie elle s'appelle res comme response. Et pour autant, voilà, j'ai ma requête d'entrée d'HTTP et ma requête de sortie parce que je vais répondre à mon client. Ok. Donc on retrouve ce principe-là et moi je vais juste jouer avec ces deux variables-là pour pouvoir ensuite modifier mon code. Quand j'ai touché à mon code, bien évidemment, ce qu'on voit, c'est que j'ai la possibilité de faire un test and run, d'accord? Donc de pouvoir aller tester mon application. On voit ici que dans les méthodes que j'ai mis disponibles dans la configuration de mon binding, j'ai 2 méthodes qui sont get et post. Donc forcément, je vais pouvoir aller l'appeler sous le format, get et post dans ma function app et après je vais pouvoir au besoin spécifier des variables qui vont me permettre d'interagir avec ma fonction. Donc mon test run, c'est hyper pratique lorsqu'on développe dans le web. Après, dans les faits, quand on développe, on a plutôt tendance à développer avec le runtime en local, de faire les tests en local et de les pousser une fois qu'on a le résultat. Tu dire un truc? J'allais dire en local ou dans mon environnement de test associé à mon environnement GitHub, Jenkins ou n'importe quel Tu as autre tout à fait raison. quand Tu as j'ai tout une à fait vraie raison. CI/CD. Tu as tout à fait Parce que raison. moi, en tant que développeur, je n'aime pas travailler en local. Ma machine, après, elle rame un peu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'oublie que tu as pas la chance d'avoir une magnifique laptop. Donc du coup, on retrouve notre test run, notre upload, et cetera. On retrouve ensuite, dans la partie, intégration, voilà, on voit de manière plus schématique ici, les différents bindings qu'on pourra avoir sur notre fonction. Donc là, on voit bien qu'en entrée, j'ai une requête de type HTTP, sous format, avec une variable request qui est appelée dans cette, fonction, HTTP trigger 1 et sur lequel j'ai mon retour, tout simplement. Attends, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup là. Est-ce que tu es en train de me dire que je pourrais modifier la logique de mon code uniquement avec ce tableau graphique? Eh ben, écoute, si tu passais en effet de te dire, bah, je cherche à au lieu de sortir la réponse via une requête HTTP, je souhaite la mettre dans une file d'attente, bah, tu pourrais tout à fait juste changer ton binding et puis, réutiliser ton Ok. objet, envoyé. Donc complètement.
C'est pour ça, c'est un des vrais avantages Mais ça me finalement fait de. gagner beaucoup de temps, dis Et donc. ouais, plus de SDK, pensez ça, plus de SDK, de versions de SDK à gérer. C'est Mais c'est Azure qui gère. magnifique. Donc, si jamais on se positionne un petit peu plus sur ce code, qu'est-ce qui fait ce code en réalité? Donc, une fonction, elle est généralement définie par une fonction, assez bêtement, d'accord? Donc c'est un petit peu ce qu'il y a là, j'ai un modèle, un export qui est fait par défaut avec une fonction, racine qui va me permettre d'exécuter ma logique. Dans cette fonction, asynchrone, j'ai plusieurs éléments qui sont importants. Le premier, c'est la valeur de contexte. Cette valeur de contexte, elle va me permettre de pouvoir aller récupérer des informations vis-à-vis de ma requête, ou vis-à-vis de ma réponse, d'accord? Si je veux aller récupérer certains éléments dans les headers de ma requête, avoir des statistiques sur quel est l'ID de run ou des choses comme ça, je vais utiliser cette requête contexte pour ça. Si jamais je veux afficher des logs, on a aussi redirigé la sortie standard vers context log pour pouvoir faciliter l'intégration dans les logs de log analytics. On verra ça un petit peu après. Et ensuite, je peux travailler avec mon objet rec, donc de request, pour pouvoir aller récupérer des informations et aller modifier mon contenu. Typiquement, là, ce que fait notre code, c'est que on va récupérer le nom qui va nous être passé en argument, donc soit dans un paramètre qui s'appelle name en requête, soit dans le corps soit dans le corps de ma requête sous un format JSON avec ce nom name, et je renvoie juste tout simplement une requête par défaut. Donc si jamais je fais un test run, on voit là, hop, je fais ma requête, et voilà, hello Azure, donc on a bien ce hello Azure, cette requête a été exécutée correctement. Très bien, ça c'est ma base. Ok, une fois qu'on a fait ça, on la lance depuis le portail Azure, on a vu que ça testait, là, a priori, jusque-là, ça marche. Qu'est-ce qui se passe? On voit pourtant que ici, j'ai voulu loguer de l'information. Donc, on va pouvoir aller retrouver cette information-là. Ce qui est intéressant, c'est que dans Azure Functions, on retrouve toute la partie Application Insight qui est le monitoring, l'APM quelque part d'Azure, et dans lequel je vais pouvoir facilement intégrer mon Azure Functions. Ça a d'ailleurs été fait par défaut sans que je m'en rende compte dans mon déploiement, et je vais pouvoir aller facilement récupérer mes logs pour pouvoir faire le debug, etc. Ce qu'on est en train de se dire, du coup, c'est que directement embarqué dans Azure, je vais pouvoir créer une logique d'arrêt dans mon code, pouvoir loguer des informations ou loguer des contextes à un certain moment de mon code pour développer directement en test and run dans le portail. Ce que tu es en train de me dire. Exactement, exactement. J'aime beaucoup. Tu sais, ce qui est génial avec les développeurs JavaScript, c'est qu'on a beau inventer des débuggers, on a beau inventer du debugger multithread ou des choses comme ça, ils reviendront toujours à un bon console.log pour s'assurer que les valeurs sont bien passées. Je me Et ben reconnais bien là. context.log, ça permet tout à fait de répondre à ce besoin-là. Donc comment ça se passe? Je retourne bien évidemment dans mon groupe de ressources. Hop, je vous remontre rapidement tout ça. Hop, je retourne dans mon environnement. Build. Excusez-nous, vu qu'on vous avez nos visages, ben forcément, la bande passante d'Internet est complètement saturée. Je savais pas, je n'avais pas anticipé celle-là. C'est bon, ça arrive. Hop. Et là, on voit donc que sur cette function app build France sensor, j'ai un application insight, une ressource application insight qui a été créée. Donc simplement en regardant cette ressource build France Sensor, je vais pouvoir retrouver des statistiques d'usage de mon application. D'accord? Donc je vais pouvoir voir quelles ont été les requêtes qui ont été faites. On voit d'ailleurs que j'ai fait ma requête que j'ai pu déclencher depuis mon portail tout à l'heure ici. Hop, serveur request. On va pouvoir voir ici éventuellement les requêtes qui ont contenu des erreurs, etc., etc. Je vais pouvoir retrouver toute ma partie log directement dans l'aspect log de mon log analytics, d'accord? Donc si jamais j'ai récupéré j'ai fait mes contextes.log ou j'ai fait des choses comme ça, je vais pouvoir aller les récupérer, hop, directement dans la partie trace de mon log analytics, d'accord? Donc je vais pouvoir retrouver ces informations-là. Elles peuvent ne pas être venues là en direct parce qu'on vient de créer la ressource, mais dans le principe, on pourra revenir voir tout à l'heure que l'environnement a été bien créé.
Tac, 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 je regarde juste, si on l'a pas rapidement. Hop, 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 hop. Pas encore. Une fois qu'on a créé donc là on a récupéré nos logs, on a bien évidemment en plus des métriques. Moi je vraiment une de mes fonctionnalités préférées que je trouve sur la partie Azure Functions, c'est la partie application map parce que ça me permet de très rapidement voir quelles sont les dépendances que j'ai dans mon environnement et la partie live métrique qui me permet vraiment en temps réel lorsque je suis en train de débugger. Là, ce qu'on sait, c'est qu'Application Insight est directement connecté au flux de sortie des function apps et donc si jamais je fais un debug d'un côté, je vais voir directement ma trace de l'autre. D'accord? Donc si jamais je reviens là, hop, hop, et qu'on fera le test juste après, parce qu'on est un petit peu en galère, on est un petit peu en retard en termes de timing, on va voir qu'on va récupérer directement les infos dans ce sample télémétrie. Ça marche. Donc, du coup, on laisse tourner ça en background, c'est ça? Et maintenant, tu vas Exactement, nous montrer comment on fait un peu plus de logique avec une function app. Parce que exactement. moi, j'ai promis à nos auditeurs, à nos nombreux auditeurs, C'est vrai, qu'en début de meeting, qu'on allait faire un workshop où on allait créer hyper une technique. logique sur l'IoT. Exactement, j'allais pouvoir compter le nombre de personnes que j'ai à ma cantine et ma densité par table. Alors, on avait plutôt parti sur les températures, Pas du mais tout, moi, c'était vraiment le nombre de personnes par table et la densité. donc du coup, le modèle avec lequel on s'était mis, d'accord avec Maxime avant qu'on démarre la session et qu'il a changé C'est gentiment moi avant de démarrer, qui te dis d'accord, ok, effectivement, nous allons heu, parler de température. J'ai voulu te parler de densité par table. l'idée, ça va être de pouvoir récupérer un objet JSON, d'accord? Qui contient différentes valeurs de température et de pouvoir aller manipuler, travailler avec cet objet-là, avant de pouvoir, par exemple, aller le stocker en sortie ou des éléments comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir aller récupérer, par exemple, la température, de chacun des sensors, des capteurs qui nous est transmis pour pouvoir savoir si cette température nécessite potentiellement, de devoir être, traitée comme une alerte ou pas. Est-ce que je suis, chez moi à l'intérieur, il fait bon, tout va bien ou est-ce que potentiellement il fait un petit peu chaud? En plus, ce sont des valeurs de température, a priori en Celsius, ce qui devrait nous faciliter la compréhension globale. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire en termes de développement? Et ben, finalement, quelque part, quelque chose d'assez simple. Ce que je veux, c'est récupérer ma valeur de capteur et juste savoir si potentiellement il peut y avoir un problème ou pas. Stocker cette information de est-ce que j'ai un problème ou pas sur dans mon objet et retourner cet objet-là, par exemple, à la personne qui m'a envoyé. Ça me permet d'avoir un capteur logique assez basique de détection de température et de savoir comment on interagit vis-à-vis de ça. En faisant très simple, ce qu'on voit là-dedans, c'est que on a toujours notre objet requête qui va nous permettre d'interagir avec les valeurs qu'on manipule dans notre fichier JSON. Azure Functions, ça va percer automatiquement le JSON que vous recevez dans votre body, lorsqu'on fait une requête POST par exemple et va vous permettre de pouvoir très facilement du coup analyser ce corps-là parce qu'on n'a pas obligé de s'embêter avec des JSON.parse, des Mhm. choses comme ça. Je peux directement travailler avec ma donnée à partir du moment où c'est, un binding qui a été défini. Donc là, dans ma requête, je vais aller regarder dans le body quelles sont les valeurs de mes capteurs de température et pour chacun d'entre eux, je vais aller vérifier leur valeur de température et savoir si c'est une valeur qui nécessite une alerte particulière ou pas. J'affiche cette valeur-là, est-ce qu'il y a potentiellement un statut, une erreur ou pas? Et je retourne l'intégralité de mon objet, directement dans ma requête de réponse, d'accord? Donc on retrouve bien cet objet, requête qui me permet d'aller manipuler, en tout cas récupérer mes informations d'entrée et à la fin l'élément context.res comme ma context.response qui me permet de pouvoir répondre. Pour une question de lisibilité, j'aurais aussi pu très très bien définir la partie, contexte, rec res comme on a l'habitude de voir ici, typiquement sur des environnements Node, mais pour le cas qu'on a, on l'a pas fait. Hop, on revient sur notre code, donc je récupère mon code, je vais aller mettre ça dans ma function app, je reprends mon environnement d'exécution, je copie ça, je sauvegarde et à partir de là, je vais pouvoir refaire mon test and run. Donc je reprends mon environnement d'entrée, cette fois-ci, je lui donne mon message qui contient les valeurs de mes capteurs et je vais pouvoir du coup facilement savoir si j'ai potentiellement une alerte ou pas à remonter. Et on voit que là, en retour de requête HTTP,